Vous écoutez Une enquête dans la peau, les disparus de la gare de Perpignan. Deuxième partie. Janvier 2001. 2 ans et demi après la mort de Marie-Hélène, une nouvelle jeune fille, Fatima, s'évanouit dans la nature. Pour nous, ça a été vraiment un coup de massue. On s'est regardé, on s'est dit, ça recommence, il recommence. Ça faisait un an et demi, 2 ans qu'on se dit que le tueur de la gare n'avait plus fait parler de lui, qu'il était, entre guillemets, disparu. Corinne Saboureau, journaliste à l'Indépendant. Et puis là, subitement, une jeune fille, brune, sportive, jolie, des yeux verts, en amande, portrait des précédentes, qui disparaît à son tour. Forcément, le tueur de la gare revient à l'esprit et là, c'est reparti. Et Guy me dit, voilà Gilles, on a une piste sur un individu qu'on a identifié comme interpellé. Un certain Marc Delpech, bonne famille, tient un bar avec son frère, un bar peu jeune, dans le centre-ville. Guy Armand, directeur à la police judiciaire. Pas d'antécédent. Dès qu'on arrive pour l'interpeller, il nous regarde et il avoue le crime. Oui, c'est moi qui ai tué Fatima. Il est évident qu'au moment de l'affaire Fatima Hidraou, j'aurais payé pour être à Perpignan. Ça, c'est une évidence. Gilles Soulier, directeur du service régional de police judiciaire. Mais je me disais, j'ai travaillé d'arrache-pied pendant des années, et puis à peine je pars, et finalement, il y a peut-être l'auteur qui vient de se faire interpeller. Bon, j'étais content évidemment pour le dossier, mais je râlais un petit peu de ne pas être là. Ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui est l'auteur de Fatima Hidraou. Donc là, l'enquête est rentrée dans une phase où, est-ce que l'individu qui a été interpellé peut être l'auteur de Mokhtaria et de Marie-Hélène? Il y avait beaucoup d'éléments chez lui. Nous avions trouvé, des revues de presse concernant l'affaire. C'est pas interdit. Le début d'un roman. Qu'il essayait d'écrire, 4 pages, dont le titre était Tatiana. Et il raconte, sur les quelques lignes qu'il avait écrites, la jeune fille vient de la gare, descend la rue Courteline. Une voiture s'arrête à sa hauteur, la vitre baisse, elle regarde à l'intérieur avec un grand sourire. L'homme lui dit « Je peux vous déposer quelque part » et elle monte dedans. On ne la reverra jamais plus. La façon dont il décrit ça dans son projet de bouquin, c'est quand même extraordinaire parce que c'est exactement comme cela qu'on voit la scène qui a pu se passer pour Tatiana. On aurait un moment dit qu'il avait vécu la scène. Le profil de l'intéressé, séducteur, qui a un bar à Perpignan, fréquenté par les victimes, des articles de presse. Enfin, il y a tout qui va bien pour dire, effectivement, il est suspect, ça c'est sûr. Et puis, il avait dit quand même quelques mots à un psychiatre qui l'examinait. Il avait dit, je me demande si j'ai pas tué ailleurs. Est-ce que vous croyez que c'est possible que je m'en souvienne pas? C'est le genre de phrase quand même qui laisse un arrière-goût. Donc, lorsque nous l'avons, la plupart d'entre nous, on peut se persuader qu'il est également l'auteur des faits commis sur Mokhtaria, sur Marie-Hélène. Le tueur en série que nous cherchions depuis tant d'années. Tout le monde est soulagé, tout le monde respire à nouveau, en se disant c'est terminé, il n'y aura plus de meurtre dans ce registre-là, on a le tueur de la gare. Alors après l'interpellation de Marc Delpech, l'enquête se déroule par rapport à lui, puis il devient le suspect numéro 1 dans l'affaire des filles de la gare, mais encore une fois sans éléments de preuve. Donc les investigations vont essayer de s'attacher à trouver des liens entre Marc Delpech et les victimes, Mokhtaria, Marie-Hélène. Pendant des années d'instruction, nous avons toujours travaillé sur Delpech pour essayer de recouper, pour essayer de voir s'il avait pu être en relation avec une des victimes. Guy Armand, directeur à la police judiciaire.
Et quand il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'affaire de Fatima, nous avons continué à penser qu'il pouvait être l'assassin de Mokhtaria et de Marie-Hélène. C'était quelque chose qui nous habitait. Delpech, quand même, restait toujours dans notre esprit, jusqu'au moment où une autre piste est arrivée, et la bonne. On n'imaginait pas qu'une chaussure qui était restée 3 semaines dans une haie en plein hiver, avec la pluie, le froid, on était loin d'imaginer que finalement cette chaussure allait nous amener à la vérité. Au mois de juillet 2004, je reviens en tant que directeur adjoint du SRPJ de Montpellier. Je reprends pied dans l'affaire à ce moment-là. Je sais que l'espoir, ça repose sur une analyse génétique positive. Le dossier ne peut sortir que comme ça. Alors, en 2012-2013, la technique évoluant, un laboratoire met en évidence un ADN sur une des chaussures appartenant à Mokhtaria, un ADN masculin. Allez, pratiquement sûr, c'est l'ADN du tueur. Enfin, ou l'ADN de quelqu'un qui a touché la chaussure de Mokhtaria. Ah ben là, c'est un espoir, un grand espoir, évidemment, parce que on se dit, si la technique marche, et si l'auteur est dans le fichier, ça fait beaucoup de si, hein, on aura peut-être la solution. Et le lendemain, coup de fil du service central d'identité judiciaire qui nous dit « j'ai un nom ». Jacques Rançon. Quand le collègue de Perpignan arrive dans mon bureau, me dit ça, il n'y a plus que ça qui compte dans ma tête. Il n'y a plus que cette affaire-là qui les jours qui vont suivre, c'est là oui, je mange avec cette affaire-là, je dors avec cette affaire-là, et puis il y a plus rien qui compte. Tout le reste, on le laisse tomber, et puis non, là c'est trop. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Et quand il me donne ce nom, Jacques Rançon, ça me parle. Voilà, tout me revient. Jacques Rançon, on l'a eu entre nos pattes en septembre 98. On est passé à côté. Il faisait partie de ces fameux suspects que nous avions interpellés, une centaine environ. Et on était passé à côté. On l'avait eu entre les mains, on n'avait pas su en profiter. On n'avait pas su voir que c'était lui. Ça, c'était un sentiment d'échec aussi. Et là, on s'aperçoit que, en fait, il a un profil qui va bien aussi. Il est arrivé, il avait été condamné à 8 ans de réclusion criminelle dans le Nord pour des agressions sexuelles, pour un viol. À la sortie de prison, il quitte le Nord, il regarde la carte de France, il dit quel est l'endroit le plus loin, Perpignan. Donc il prend le train, il arrive à Perpignan. C'était au mois de septembre 97. Et là, il va s'installer dans un hôtel de la gare de Perpignan. Et là, quand l'ADN est tombé, mais tout s'était imbriqué. Tout s'était imbriqué. Et là, on a la conviction, moi j'ai la conviction que c'est lui l'auteur, c'est sûr. Ça ne peut pas être autrement. L'ADN est sur la chaussure, condamné à 8 ans de réclusion pour viol, qui est dans le quartier de la gare. C'est, pour nous, pour moi, la messe est dite. Ça y est, on l'a enfin. Là, on sait qu'on va attaquer une garde à vue sur des bases extrêmement solides. On est fort sur les bases, là. Là, on va pouvoir discuter avec l'intéressé. Au bout de 17 ans, j'avais envie de voir quel était le monstre qui avait commis ces atrocités. On a 48 heures, c'est à la fois long, très court. On a établi un canevas des auditions qu'on va respecter à la lettre.
Il faut être extrêmement méthodique. Dans cette affaire-là, les aveux, c'est plus que la cerise sur le gâteau. On voulait avoir les aveux. Le secrétaire de l'ordre me contacte et m'indique que je viens d'être désigné donc, sur une affaire criminelle. Maître Xavier Capellet, avocat de Jacques Rançon. Donc j'ignore totalement de quelle affaire il s'agit, bien sûr. Et quand j'arrive dans les locaux de la police judiciaire de Perpignan, on sent effectivement une effervescence qui n'est pas habituelle. Je comprends assez rapidement que c'est un dossier très important, très sensible. La première audition, c'était son enfance. L'idée, c'est quoi? C'est déjà de le faire parler, de le mettre un petit peu en confiance et de voir surtout comment il s'exprime. D'essayer de percevoir la psychologie de l'intéressé. Ce type d'audition est finalement très intéressante de ce côté-là. Évidemment, les questions qu'on pose, quand le travail est bien fait, on connaît la réponse. Et là, il nous répondait, mais la réalité, la vérité, et de manière très carrée, extrêmement précis sur sa vie. Même les premiers délits, le nombre de voitures qu'il a volées, ça correspondait exactement. Donc on a affaire à quelqu'un qui a de la mémoire, qui n'est pas aussi bête que ce qu'il paraît. Et ça, c'est important pour les enquêteurs que nous sommes de percevoir cet individu-là. Je sens que j'ai en face de moi des gens qui connaissent leur boulot, ça c'est une évidence, et qui connaissent parfaitement bien le dossier. Pendant 2 heures, je n'ai fait que le regarder, l'écouter. Je voulais m'imprégner de sa psychologie, de sa façon de respirer, savoir quand il dit la vérité, qu'il est à l'aise, son visage, comment il est, quand il est en difficulté, c'est un peu différent, etc. Voilà. La deuxième audition, on va passer aux affaires qu'il a commises, son passé judiciaire, et notamment l'affaire de viol pour laquelle il a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Nord. Et là aussi, on a un Jacques Rançon qui est extrêmement précis. Il revient sur l'affaire dans le détail, sans aucune difficulté. Mais c'est moi aussi, à ce moment-là, que je découvre quelle a été sa vie, son parcours judiciaire aussi, puisqu'il a un parcours judiciaire à ce moment-là, pas banal. Donc petit à petit, je me dis, au final, c'est quelqu'un qui a sans doute le profil d'un auteur potentiel des faits dont on l'accuse. Et dans sa troisième audition, on évoque son arrivée à Perpignan. Donc on se rapproche petit à petit de ce qui nous intéresse. On sent la pression qui monte, c'est les questions qui sont de plus en plus précises. Et donc dans cette audition-là, il nous explique tout à fait précisément, il travaille, il a une compagne, etc. Quand on lui demande le soir, est-ce que vous sortiez des fois et là, ça devient beaucoup plus flou. Il ne nous dit pas, je vais dans tel établissement, boire un coup. Non, mais je me promène dans Perpignan, mais où dans Perpignan? Oh là, il ne sait plus. Et là, c'est des je sais pas qui commencent à arriver. C'est-à-dire que quand on comprend très bien que quand on arrive à ce qui pose problème, là, la mémoire commence à être beaucoup moins précise. Ce qui nous conforte dans le fait que c'est lui, bien évidemment. On sent qu'il commence à paniquer un petit peu, qu'il commence un peu à perdre pied, qui s'embrouille un peu dans ses explications, enfin, qu'il y a des incohérences. Donc ça commence à... Et là, les enquêteurs sentent que ça y est, il y a quelque chose qui se passe aussi. Et en même temps, commence à arriver un petit peu une inquiétude. C'est-à-dire, je ne sais pas si on va arriver à le faire avouer, quoi. Gilles Soulier, c'est quelqu'un de... Déjà, il a une autorité naturelle. Gilles Soulier, c'est quelqu'un qui, on sent, qui est très déterminé. C'est quelqu'un de calme. Quand il pose des questions, il les pose calmement, mais d'une façon extrêmement ferme. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. En tout cas, on comprend qu'il va falloir répondre à ces questions. Et puis bon, je comprends assez rapidement, vu la qualité des personnes qui sont là et le décorum,
qu'il y a sans doute dans le dossier quelque chose qui va, à un moment donné, mettre Jacques Ranson dans la difficulté. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais on sent qu'il va se passer quelque chose, nécessairement. Dans la 4e audition, là, on va lui parler de Mokhtaria. On lui montre la photo de Mokhtaria, et oui, je me rappelle bien, c'est la fille qui était dans les journaux, qui a été assassinée, etc. Je me rappelle bien de tout ça. On lui demande, est-ce que vous savez ce que c'est que l'ADN? Oui, je sais ce que c'est un moyen de preuve. Est-ce que vous reconnaissez ces chaussures? Il montre les chaussures, une photo des chaussures. Non, j'ai jamais vu ces chaussures-là, je sais pas. D'accord, bon, donc il y a votre ADN sur la chaussure. Et puis c'est la chaussure de Mokhtaria, voilà. Et la chaussure qui a été retrouvée juste en face de l'endroit où elle a été assassinée. Donc c'est un peu problématique. Et là, il se ferme. Il dit non, moi j'ai pas d'explication à donner. Peut-être une erreur technique, enfin, mais voilà, là il est, voilà, c'est pratiquement pas de réponse. Et c'est 21h, 22h, et là, on se dit, c'est mort, il va rien nous dire, il va rien lâcher, la garde à vue se termine le lendemain à midi, il va rien lâcher. Je rentre à Canet-en-Roussillon où je dormais là-bas. Et à 3h du matin, le téléphone sonne. C'est Jean-Damien Moustier, le chef d'antenne, qui m'appelle. Quand je vois son nom sur le téléphone, je dis soit il s'est suicidé, Ranson, il s'est jeté par la fenêtre, soit il avoue. Heureusement, c'était la deuxième solution. Il me dit, ça y est, il va y venir. Dix minutes après, j'étais à l'antenne. J'arrive en même temps que l'avocat. Donc on est 3 policiers. Et là, c'était un moment, je dirais, exceptionnel. Dans le calme de la nuit, juste une petite lumière. L'avocat, Ranson. Et je disais, c'est un film. Cette scène, on dirait un film. Il fait nuit, c'est 3h du matin, il n'y a aucun bruit dans la rue. C'est assez irréel comme situation même. Moi, j'ai un souvenir assez particulier. Donc Ranson nous dit, je vais tout vous avouer. Je vais tout vous avouer. Dans ma tête, je me dis, mais pince-toi, parce que c'est vrai ce que tu vis, tu es dans un rêve, tu n'es pas dans... C'est un grand moment. Plus de 36 heures après le début de sa garde à vue, Jacques Ranson passe aux aveux. Et là, on va retrouver le Jacques Ranson du début de la garde à vue, c'est-à-dire extrêmement précis. Il s'est rappelé de tout. Le blouson, le type de blouson de Mokhtaria, le temps qu'il faisait, qui correspondait exactement au relevé météo qu'on avait fait à l'époque. Mais tout le détail, ce qu'on appelle des aveux circonstanciés, il nous explique ça en détail. À l'époque, on ne l'entend que sur Mokhtaria, je précise. En 2 heures de temps, on avait la solution à 17 ans d'enquête. Il règne un silence dans le bureau, et pourtant il y a du monde à ce moment-là. Un silence de cathédrale. On a la sensation que personne ne veut dire un mot, de peur de l'arrêter dans ses explications, et qu'il change d'avis. Et donc, il a tout expliqué. La pauvre Mokhtaria, il a rencontré... elle était sur le trottoir d'en face. Il a dit, mais je vais me la faire. Hein. Je vais me la faire. Donc il l'a agressée, il l'a amenée de force sur le terrain vague, il s'est mis sur elle.
Mokhtaria a crié, je veux appeler la police. Et là, il a dit, ah ben non, il a sorti le couteau et il l'a planté à 12 reprises, il l'a tué. Il a essayé de la pénétrer. Et quand il a eu terminé, il s'est dit, j'ai laissé mon ADN sur le corps, donc je vais enlever les parties sur lesquelles j'ai laissé mon ADN. Et donc, il va procéder aux ablations sur Mokhtaria. Et il nous raconte que quand il a eu terminé, donc il rentre à l'hôtel qui était quand même distant de plus d'1 kilomètre, il est plein de sang, il ne croise personne, il rentre à l'hôtel, le veilleur de nuit ne le voit pas, il rentre dans sa chambre, il va se laver ses vêtements, il jette rien, il lave les vêtements, personne ne le voit. Ça aurait pu être le crime parfait, personne ne le voit. Ça a tenu à une chaussure. Une chaussure. Voilà, solution. Je vous cache pas qu'après l'audition, quand Jacques Ranson est allé se reposer, il y a eu des cris de joie et de soulagement dans la police judiciaire. J'avoue que j'y assisté, c'était assez saisissant. Je connais Gilles Soulier, donc je sais que c'est quelqu'un qui est pas très émotif. Je vois que quand même là sur le coup, il est quand même pas mal ému. Après cet interrogatoire, je pense que ça doit être 7h du matin, j'ai passé 5 minutes à taper sur le volant comme un idiot et à crier comme un idiot dans la voiture. Voilà, c'était ma façon, moi, d'exprimer 17 ans d'enquête. C'était une satisfaction tellement énorme. Je me suis dit, si des gens te voient à côté, ils vont dire, celui-là, il est fou. Et voilà, c'était mon moment à moi pour... voilà, je me suis mis tout seul à crier, comme un idiot. Et voilà, et j'ai rappelé notamment Guy Armand pour lui dire, voilà, Guy, c'est bon, il vient de s'allonger. 5h du matin, texto, il s'est allongé. Ça suffit. C'est un des premiers que j'ai appelé parce qu'il a tellement mouillé le maillot pour cette affaire-là qu'il méritait vraiment d'être informé en premier du résultat, quoi. Donc ça fait partie des moments forts de l'existence, quoi. Mars 2018. 20 ans après les faits, le procès de Jacques Ranson s'ouvre. Après la garde à vue de Jacques Ranson, on va l'extraire sur l'affaire Marie-Hélène Gonzalez. D'emblée, à la première audition, il reconnaît le meurtre de Marie-Hélène. Donc, à l'issue de la phase d'instruction, Jacques Ranson va comparaître pour 4 affaires. Mokhtaria, Marie-Hélène et donc 2 autres affaires qu'on lui avait imputées. Terminé. Par là, c'est fini, quoi. Là, il est présenté, le paquet cadeau au magistrat, c'est du pain béni après pour la justice, quoi. Voilà, le travail est fait, quoi. Dans cette affaire-là, je dirais que le verdict, il est presque accessoire. Vous savez qu'il allait prendre le maximum, hein. Quand je suis sorti donc de la salle d'audience, Madame Gonzalez, la mère de Marie-Hélène, qui était présente à l'audience, s'est mise dans un coin et m'a fait signe, elle a demandé à ce que j'aille la voir. Donc je suis allé la voir et elle m'a serré dans ses bras, elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit merci monsieur. C'est la première fois que ça m'arrivait dans ma carrière que la mère d'une victime me serre dans les bras en pleurant comme ça. Mais c'était tellement sincère ce qu'elle exprimait que voilà, j'ai pris ça comme un cadeau presque. En fait, je me dis, on a transpiré, on a passé des heures et des heures. Et puis là, en quelques secondes, j'ai la récompense de
tout l'investissement qu'on a mis. Et voilà, c'est pour ces moments-là qu'on fait ce métier. Jacques Rançon est condamné le 26 mars 2018 à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, pour les viols et meurtres de Mokhtar Yachaïb et de Marie-Hélène Gonzalez. Marc Delpech est toujours en prison pour le meurtre de Fatima Hidraou. La disparition de Tatiana Andoujar n'est toujours pas résolue à ce jour. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour. Adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Clémentine Arnaud et réalisé par Clémentine Arnaud et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan, assistée de Marine Boudalier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.